Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, la République de Kounani. Bonjour Florian. Alors je sais, nous sommes vendredi matin, il est encore un peu tôt, on a tous encore un peu de nuit sur les joues, mais dis-moi, est-ce que tu aurais rêvé hier soir ? Oui Rémi, évidemment. Est-ce que tu aurais par exemple rêvé d'être président de la République de Guyane ? Ah non, en revanche, pas vraiment. Pourquoi ? Mais parce que je connais quelqu'un qui a réalisé exactement ce rêve-là. Il faut que je vous raconte l'histoire de la République de la Guyane indépendante. À la fin du 19e siècle, la Guyane est un territoire beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Il faut lui ajouter une zone immense d'environ 350 000 km² qui correspondrait globalement à l'État brésilien de l'Amapá. Mais à l'époque, cette zone n'appartient ni vraiment à la France, ni vraiment au Brésil, puisque les deux pays la revendiquent, et donc on l'appelle la zone du contesté franco-brésilien. Il faut noter que c'est le célèbre explorateur français Henri Coudreau qui a mis en avant le potentiel de cette zone peu habitée ni exploitée par les colons. Mais alors, si les gens qui vivent là-bas ne sont ni français ni brésiliens, qu'est-ce qu'ils sont ? Excellente question. Vous trouverez des petits villages peuplés d'Amérindiens, quelques bagnards, des baroudeurs français, des Brésiliens blancs, des négociants, des commerçants et des Noirs marrons qui ont fui l'esclavage du Brésil. Tantôt ces personnes se sentent brésiliennes, tantôt elles ont tendance à se sentir françaises. Et comment décident-ils s'ils sont français ou brésiliens ? Alors je vais prendre l'exemple du petit village de Kounani, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui se trouve en plein contesté franco-brésilien. À Kounani, on se sent franchement français. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a une grande majorité de Noirs marrons du Brésil à Kounani, mais rappelez-vous, l'esclavage n'a pas encore été aboli au Brésil, alors qu'en France, c'est le cas depuis 1848. Forcément, le calcul est simple. À Kounani, se revendiquer français, c'est fuir l'esclavage brésilien. Et si tu en parles, c'est que ça a dû poser problème. Et tu commences à me connaître. Alors déjà, il faut savoir une chose. Au village de Kounani, il y a un maire, le capitaine Trajane, qui est lui-même noir-marron, qui a lui-même fui l'esclavage du Brésil. Et c'est le gouverneur de la Guyane qui avait, alors si je puis dire, adoubé Trajane, en lui remettant une veste galonnée avec laquelle on le voit se promener fièrement le matin, quittant sa maison créole, la seule de Kounani, à être flanquée de 2 lampadaires au style européen. Bref, vous l'aurez compris, Kounani est officiellement un village français. Mais à quelques kilomètres de là se trouve un autre village, qui lui n'est pas français pour un sou et qui s'appelle Amapá, du nom de l'État actuel au Brésil. Là-bas, vous trouverez des négociants brésiliens blancs, quasiment pas de noirs marrons et surtout, tout le monde parle portugais. Mais surtout, à Amapá, il y a un homme du nom de Vasconcelos. Et Vasconcelos veut absolument faire de Kounani un village brésilien. Alors, Vasconcelos écrit des articles pour dénoncer la présence française à Kounani dans la presse brésilienne. Vasconcelos menace d'envahir Kounani, Vasconcelos distribue de l'alcool aux hommes, Vasconcelos fait voter une attaque nocturne contre Kounani avec couteau et fusil. Cette attaque a lieu un 11 avril 1886. Le drapeau français est injurié, le capitaine et son aide ont failli être assassinés, mais qu'importe, Kounani reste français. Et malgré tout, on envoie un courrier angoissé au gouverneur de la Guyane pour demander de l'aide, mais rien n'y fait, la France ne bronche pas. Alors, je ne vous l'avais pas dit exprès plus tôt, mais dans toute cette histoire, Trajane était accompagné de 2 personnages très importants pour la suite de notre histoire, Paul Cartier et Jean Ferréol Guigues. Le premier est un horloger suisse, le second est un ancien militaire français, les 2 sont baroudeurs, pistoleros de l'Amazonie, chercheurs d'or, toujours dans les bons coups comme dans les mauvais, et surtout, Paul Cartier et Jean Ferréol Guigues sont installés à Kounani au moment de l'affrontement entre Trajane et Vasconcelos. Ils constatent tous les deux qu'à Kounani, en dépit des tensions avec Vasconcelos, les habitants pensent surtout à danser, chanter et boire, mais il n'y a pas d'état civil, il n'y a pas de justice, et les capitaines des villages n'ont pas de pouvoir. Et puisqu'il n'est pas tout à fait souhaitable d'être brésilien et qu'être français paraît trop compliqué, Paul Cartier propose qu'à Kounani, on soit kounanien. Il est donc temps de fonder une république. Et qui en sera le président ? Trajane ou Paul Cartier ? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Jean Ferréol Guigues propose le nom d'un homme qu'il a rencontré lors d'un voyage à Paris, Jules Gros.
Jules Gros vit à Vanves, en banlieue parisienne, il est journaliste, écrivain, membre de la Société française de géographie, basée à Lille. Il est fasciné par les contrées exotiques, et notamment par la Guyane. Il a écrit une vingtaine de romans d'aventure, tous plus faux et imaginés les uns que les autres, et de toute façon, il n'a jamais mis un pied en Amérique du Sud, même s'il a largement fait croire le contraire à son entourage. À Kounani, on l'a bien compris, Jules Gros est un naïf, un exalté, un rêveur qui déguste les récits de lointaines contrées et qui ne serait que trop heureux d'en devenir le dirigeant. Et donc, pour la petite banque de Kounani, Jules Gros, c'est le président rêvé. C'est plutôt un cauchemar tragicomique cette histoire, non ? Je trouve, oui, mais pour Jules Gros, c'est un fantasme devenu réalité. La petite bande de Kounani lui envoie un courrier pour lui demander s'il accepte de devenir président. Alors, réponse sobre et efficace, c'est oui. Et donc, le 23 juillet 1886, la République de Kounani est autoproclamée. Il est temps de former un gouvernement dans un village de 350 personnes en pleine forêt amazonienne et avec le soutien total d'Henri Coudreau, le célèbre explorateur français dont je vous parlais tout à l'heure. Gros Ier vient d'être nommé président à vie. Liberté et justice devient la devise de notre nouvelle République. Un journal officiel est créé. Monsieur Hilarion de Croze, un Kounanien professeur de musique, compose un hymne national intitulé La marche triomphale de Kounani. Le drapeau est vert avec les 3 couleurs françaises en haut à droite. Et bien sûr, le français est la langue officielle. Une monnaie est frappée à Bruxelles et nos 2 baroudeurs pistoleros, Paul Cartier et Fréol Guigues, héritent chacun des travaux publics pour l'un et de la présidence du conseil pour l'autre, tandis que la gestion du culte est confiée à l'abbé Jean, un ancien vicaire de Guadeloupe, qui par ailleurs avait été interdit par son évêque. Depuis son bureau de Vanves, le nouveau président nomme consul et vice-consul en France, en Allemagne, à Anvers. Jules Gros est accompagné d'un collaborateur qui s'appelle Boissé, avec lequel il remet tellement de récompenses et de titres qu'il avouera lui-même plus tard ne pas savoir distinguer les personnes récompensées. La presse française s'amuse de cette nouvelle république et de cette distribution frénétique de distinctions, parmi lesquelles on retrouve notamment un professeur de chant et un photographe. Et du côté de Kounani, c'est l'ivresse totale. Paul Cartier et Jean Ferréol-Guigues passent commande de costumes chamarrés d'or et annoncent vouloir défiler à Paris sur les grands boulevards. Alors du côté de la France, la chose est claire. Impossible de proclamer une république indépendante sur le territoire français. La République de Kounani ne sera pas reconnue. De toute façon, les rapports entre Jules Gros Ier et son gouvernement se dégradent sérieusement. Jules Gros a un tempérament excessif, il est jugé extravagant, colérique, on dit de lui qu'il boit de l'absinthe comme de l'eau, et à peine 1 an après sa fondation, il annonce officiellement la suppression de la République de la Guyane indépendante. Le président et son conseil se destituent mutuellement, la République de Kounani n'est plus. Jules Gros conclut sur la phrase suivante. On voit que tout n'est pas rose dans le métier de président à vie d'une république à créer, et ça se conçoit très bien. Mais attention. Jules Gros contre-attaque. Jules Gros contre-attaque. Jules Gros insiste. Jean Ferréol-Guigues, qui était encore président du conseil en exercice, annonce que Kounani n'était qu'une colonie administrée par la France et pas une république. Mais Jules Gros n'est pas d'accord. Il fabrique un nouveau drapeau qu'il fait flotter sur sa maison à Vanves et déclare qu'il est toujours président à vie de la République de Kounani. D'ailleurs, pour parler de chez lui, il parle de villa présidentielle. Cette fois-ci, pour sa deuxième République, il n'est plus question de Trajane et de ses 2 pistoleros. Jules Gros s'associe avec 2 hommes d'affaires anglais pour organiser l'exploitation aurifère de Kounani. L'affaire est conclue. Le président se déplace en Guyane avec sa famille pour la première fois 2 ans après son élection à vie. Et là, il est déçu. Il est très déçu. Kounani n'est en fait ce qu'il a toujours été, à savoir un village de 350 habitants dispersé le long d'une rivière dans la forêt amazonienne. Et quant aux hommes d'affaires anglais, ils finissent par se rendre compte que la République de Kounani n'a jamais été reconnue et se retirent de l'affaire. Jules Gros meurt en 1891, absolument persuadé qu'il est toujours et à jamais le président de la République de Kounani, à vie et plus encore. Et que devient Kounani, alors ? Je vous passe l'épisode burlesque d'Adolphe Brézet, le second président de Kounani. Ce sera le même jeu que Jules Gros, un drapeau, un hymne, des timbres, une monnaie, un titre, à la différence que les Brésiliens s'occuperont de l'emprisonner pendant 15 jours dès son arrivée à Kounani. Henri Coudreau, notre célèbre explorateur, décrit Kounani en 1889 de la façon suivante. Une bourgade de 30 maisons où la langue maternelle est principalement le portugais. 5 ans après la mort de Jules Gros Ier, on découvre de l'or dans la zone du contesté franco-brésilien. Le litige entre la France et le Brésil revient sur le devant de la scène. Il faut un arbitrage.
La Suisse est désignée pour départager les deux nations. Et en 1900, le contesté franco-brésilien revient au Brésil. Kunani n'est plus et ne sera plus jamais français. Le bal est fini. Rangez les violons. Nous sommes vendredi matin. J'espère que vous avez bien dormi hier soir. Du fantasme de Jules Gros, il ne reste plus que lettres, timbres et monnaie. La République de Kunani n'était qu'un rêve.